Je m'appelle Lucien Tran et au mariage de ma sœur, son beau-père a regardé droit à travers moi, comme si je n'existais même pas. Il est passé à côté sans un signe, sans un regard. Juste cette façon froide et discrète de rabaisser les autres que les hommes comme lui passent une vie à perfectionner. Je me tenais là, dans un costume sur mesure, un verre à la main, en sachant quelque chose qu'il ignorait. Voyez-vous, Roland Roux, cet homme si fier de son nom de famille qu'il doit sûrement le signer à l'encre dorée, passait depuis 6 mois à tenter de racheter une société technologique sans savoir que j'en étais l'un des cofondateurs. Une société dont sa propre entreprise dépendait. Une société que j'avais bâtie à partir de rien tout en aidant ma sœur à renaître des cendres de notre ancienne vie. Mais Roland ne voyait que ce qu'il voulait voir, un inconnu sans nom, sans titre, sans importance. Il ne voyait que la surface. C'est ce que font les hommes comme lui. Et pour être honnête, cela me convenait très bien. Parce que quelques minutes plus tard, quand on m'appellerait pour prononcer un discours improvisé, je me présenterais. Et quand je le ferais, tout changerait dans sa manière de me regarder. Sa posture, son expression, sa façon de serrer son verre de vin. Certaines personnes n'aiment pas les surprises. Roland, lui, a blêmi. Et moi, j'ai simplement souri. On dit que le plus difficile dans le deuil, c'est le silence qui vient après. C'est vrai. Mais personne ne vous parle du vacarme qui le précède. La sonnerie d'un téléphone à une heure où il ne devrait jamais sonner. Le bourdonnement dans les oreilles quand quelqu'un prononce les mots que vous vous étiez juré de ne jamais entendre. Pour moi, c'était la voix de mon conseiller universitaire. Lucien, il y a eu un accident. Ton père est mort. Comme ça. En un instant. 1 minute plus tôt, il préparait un voyage pour venir me voir, ma petite sœur et moi, Iseult. La minute suivante, je reprenais la route vers une ville natale qui me semblait déjà étrangère sans lui. J'avais 22 ans, vidé par mes examens de fin d'année. Iseult en avait 17, à une semaine de sa remise de diplôme au lycée. Notre mère n'était plus dans le tableau. Elle était partie des années plus tôt pour se réinventer auprès d'une nouvelle famille. Alors il ne restait plus que nous. 2 orphelins, une voiture et un avenir qui venait de s'effondrer en une nuit. Les funérailles sont restées floues. Ce qui a suivi, en revanche, fut d'une clarté brutale. Les dettes. Trop de dettes. Mon père travaillait à son compte et à un moment ou à un autre, tout avait dû déraper. Emprunts, échéances impayées, privilèges sur ses biens professionnels. Il avait sûrement essayé de nous protéger, de nous tenir à l'écart jusqu'au bout. Mais dès que l'avis de décès apparut, les créanciers se sont manifestés avec une violence implacable. Ils ont tout pris. La maison, la voiture, son atelier. Il ne nous restait plus que la petite valise de vêtements que j'avais emportée pour les vacances de printemps. Ma bourse couvrait les frais de scolarité, mais pour le loyer, les courses, les études d'Iseult, nous étions seuls. Cette nuit-là, quand le dernier membre de la famille est parti et que la porte s'est refermée dans un déclic sec, je me souviens m'être assis par terre avec Iseult. Elle pleurait, les genoux repliés sous son sweat. Et j'ai compris une chose. Personne d'autre ne viendrait. J'étais le seul adulte qui lui restait. Alors j'ai pris une décision. Je finirai mes études, je trouverai un travail, n'importe lequel, et je nous maintiendrai à flot. J'ai pris un poste au café du campus, puis des tournées du soir comme livreur. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Il m'est arrivé d'aller en cours encore en sueur après avoir monté des cartons sur 4 étages. Mais chaque euro que je gagnais devait nourrir 2 bouches, porter 2 vies. J'ai perdu ma petite amie quelque part en chemin. Elle était gentille, mais elle avait besoin de plus que des excuses sur messagerie et des rendez-vous oubliés. Je l'ai laissée partir, non pas parce que je ne tenais pas à elle, mais parce qu'il ne me restait plus assez de moi-même à offrir. Les gens parlent de la construction du caractère comme d'un processus presque élégant. Le mien s'est forgé entre les frais d'agio et les correspondances de bus ratés. Il s'est bâti le jour où j'ai regardé ma petite sœur et compris qu'elle méritait encore un avenir, même si je devais consumer le mien pour lui éclairer la route. Après l'obtention de mon diplôme, je n'ai rien fêté. Pas de toque lancé en l'air. Pas de photos de soirée. Juste un souffle discret et une proposition d'embauche dans une entreprise de taille moyenne, au service des opérations internes. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était payé. Et c'était suffisant. Je nous ai installés dans un modeste 2 pièces. Iseult a pris la chambre. Moi, j'ai pris le canapé. Elle a commencé un cursus court après le lycée pendant que je jonglais entre tableaux de chiffres et appels clients. Chaque soir, je nous préparais le dîner, même quand le dîner se résumait à du riz et des œufs. Et le week-end, j'essayais de rattraper un peu de sommeil et de recoller les morceaux. Mais même au cœur de cette routine écrasante, je gardais un œil sur l'avenir.
Je me suis inscrit à des formations en ligne, Mercatique, système d'automatisation, plateforme de gestion de données, tout ce qui pouvait affûter mes compétences. Je ne savais pas quelle occasion se présenterait, mais je m'étais juré d'être prêt le moment venu. Elle s'est présentée un jeudi soir, sous la pluie. J'ai reçu un message de Félix Marin, un ancien camarade de fac, qui se souvenait de mon sens des affaires. Lui et un autre ami développaient un outil numérique destiné à automatiser les systèmes internes des entreprises. Il avait besoin de quelqu'un capable de gérer les opérations et de présenter le projet au premier client. J'ai hésité. Ça paraissait instable. Mais ça paraissait aussi vivant. Et cela faisait des années que je ne m'étais plus senti vivant. Alors j'ai dit oui. Ma vie s'est divisée en deux. De 8h à 17h, je portais un pantalon de bureau et je répondais à des cadres intermédiaires. De 19h à 2h du matin, je vivais dans des lignes de code, des schémas de flux et des présentations commerciales avec Félix. Nous avons construit ce projet dans des cafés, en empruntant de l'espace serveur quand nous le pouvions. Certaines nuits, je m'endormais avec l'ordinateur encore allumé sur la poitrine. L'argent manquait. Les disputes éclataient. L'un de nos cofondateurs est parti après 6 mois terribles sans la moindre rentrée sérieuse. Félix et moi sommes restés. De justesse. Puis la percée est arrivée. Un client d'entreprise a testé notre outil et son temps de traitement a chuté de 40%. Ils en ont parlé à 3 autres sociétés. Soudain, les démonstrations s'enchaînaient, les boîtes mail débordaient, et les retours arrivaient plus vite que nous ne pouvions les traiter. Un article élogieux sur un grand média spécialisé nous a apporté notre première vraie vague d'intérêt entrant. Mais malgré tout, je n'ai pas quitté mon travail de journée. J'avais appris trop tôt à quel point la stabilité pouvait être fragile. Je mettais de côté chaque euro possible. Entre les pauses déjeuner et les nuits tardives, je m'occupais des tickets du service client, de la facturation et des bugs du système. Félix est devenu le visage public de l'entreprise. Il travaillait les relations publiques, souriait aux caméras, donnait des conférences. Moi, j'étais l'homme derrière le rideau. Et cela me convenait parfaitement. Pendant que d'autres couraient après les titres prestigieux et la gloire sur les réseaux professionnels, moi je poursuivais autre chose, la tranquillité d'esprit. Une vie où Iseult n'aurait plus à compter chaque euro au supermarché. Une vie où son avenir ne serait pas défini par ce que nous avions perdu. Elle a été admise dans une université publique grâce à ses résultats. Je payais toutes les factures à temps. Nous avions des économies de secours, une assurance santé, des appareils ménagers qui fonctionnaient. Cela, pour moi, c'était du luxe. Personne ne voyait tout ce que cela demandait, et je n'avais pas besoin qu'on le voie. Mais ce silence, ce choix de rester dans l'ombre, signifiait aussi que des gens comme Roland Roux pouvaient me rencontrer et penser que j'étais insignifiant. Et cela m'allait très bien. Je préfère être sous-estimé que mal jugé. Je préfère être invisible que faussement admiré. Mais la vie a une étrange manière de boucler la boucle. Surtout quand votre sœur décide de se marier. C'était un mardi soir quand Iseult m'a appelé. Je venais de m'effondrer sur le canapé, encore en tenue de travail, en mangeant des restes de pâtes froides directement dans le récipient. Elle semblait essoufflée, excitée, mais aussi étrangement hésitante. « Lucien, dit-elle, j'ai quelque chose à te dire. J'ai pensé que cela concernait l'université. Peut-être un projet ou un stage. Je ne m'attendais pas à la suite. Je vais me marier. » Ma fourchette s'est arrêtée en plein air. « Tu quoi ? » Avec Damien, répondit-elle rapidement, comme si elle arrachait un pansement. On se voit sérieusement depuis un moment, mais je ne te l'ai pas dit parce que je ne savais pas comment. J'ai cligné des yeux. J'avais déjà rencontré un Damien une fois brièvement, mais je ne l'avais jamais entendu parler d'une relation sérieuse. Iseult, te marier ? C'est énorme. Tu es sûre que tout va bien ? Elle a ri nerveusement. Tout va plus que bien. Je suis heureuse. Je voulais juste te le dire avant que tout avance davantage. Il veut te rencontrer. Cela a immédiatement attiré mon attention. Quiconque voulait épouser ma sœur devait vouloir me rencontrer. J'étais son frère, oui. Mais j'étais aussi celui qui était resté. J'avais rempli tous les rôles importants dans sa vie, parent, tuteur, personne à appeler en cas d'urgence, ami. Si quelqu'un voulait entrer dans sa vie maintenant, je devais le regarder dans les yeux et mesurer la forme de son âme. Nous avons convenu d'un dîner ce vendredi-là. Rien de formel, simplement un repas tranquille. J'ai proposé de cuisiner. Je me souviens encore d'avoir ouvert la porte et d'avoir vu Damien là, debout, un bouquet de fleurs dans une main, une bouteille de vin dans l'autre, avec un sourire un peu trop appliqué. Quelque chose chez lui me paraissait familier. Nous avons échangé quelques politesses, nous nous sommes assis, puis nous avons parlé.
Il était poli, bien élevé, et il adorait manifestement ma sœur. Mais son nom de famille continuait de me trotter dans la tête. Roux, ai-je dit à voix haute, comme si je faisais tourner la pièce d'une monnaie entre mes doigts. Une relation avec Roland Roux? Il s'est arrêté une fraction de seconde trop longtemps. C'est mon père. Et là, tout s'est éclairé. Roland Roux était l'un de nos plus gros clients en entreprise. Et pas seulement cela, il essayait depuis des mois de racheter notre plateforme. Ses courriels étaient toujours remplis d'offres à demi voilées, du genre qui donne l'impression qu'il vous fait une faveur en s'intéressant à vous. Un homme d'affaires pur et dur. Costumes impeccables, ton encore plus tranchant et une réputation de broyer les partenariats pour en récupérer les restes. Il était partout dans les médias du secteur. Il n'était pas mauvais. Juste froid. Transactionnel. Distant. Et maintenant, j'étais assis à la table de son fils. J'ai gardé le visage neutre et la voix posée. Je n'ai pas parlé de l'entreprise. Je n'ai pas évoqué les affaires. Cette soirée était pour Iseult. Si Damien était quelqu'un de bien, je trouverais un moyen de faire la paix avec le reste. Plus tard dans la soirée, Iseult m'a pris à part dans la cuisine. Tu es devenu silencieux pendant un moment. Tout va bien? J'ai hoché la tête. Je suis juste surpris. Tu l'aimes vraiment? Oui, dit-elle. Il n'est pas comme son père, Lucien. Il est gentil, stable, il écoute. J'ai étudié son visage. Elle ne suppliait pas. Elle rayonnait. Et elle ne rayonnait jamais facilement. D'accord, ai-je finalement dit. Alors je suis avec toi. Les semaines ont passé. L'organisation du mariage a envahi sa vie. Je l'aidais quand je le pouvais, mais je restais à distance des cérémonies officielles jusqu'à la rencontre entre les familles. Elle s'est tenue dans un club privé très chic, nappes blanches impeccables et serveurs en gilet noir. Iseult m'avait demandé de venir. J'ai accepté plus pour elle que pour eux. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Roland Roux face à face. Dès que je suis entrée dans la salle, son regard m'a trouvé. Il m'a observé rapidement, les chaussures, le costume, la posture. Puis il a détourné les yeux. Lorsqu'on nous a officiellement présentés, il m'a serré la main mollement. Ah, vous êtes simplement son frère. Je pensais que son père serait présent. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Notre père est mort il y a longtemps. Il a hoché la tête brièvement, comme pour cocher une case, puis il est passé à autre chose. Puis est venue la question inévitable. Et vous faites quoi déjà dans la vie? Voilà l'instinct d'investisseur qui flairait le pédigré. Je travaille dans l'entreprise privée, ai-je répondu. Ce qui était vrai, d'une certaine manière. Il n'a même pas essayé de cacher son désintérêt. Et cela m'allait très bien. Je n'étais pas venu pour l'impressionner. Mais une petite voix, enfouie au fond de moi, murmura. Tu regretteras ça. J'ai raconté la rencontre à Félix plus tard dans la soirée. Il a simplement ri. L'univers a un drôle de sens de l'humour. Les semaines ont filé, et bientôt le jour du mariage est arrivé. Iseult était radieuse. Une beauté qui ne venait pas seulement de la robe ou du maquillage. Elle venait de cette certitude rare. Savoir que l'on est aimé, et aimé en retour sans peur. Avant de descendre l'allée, Iseult a serré ma main et a murmuré. Merci pour tout. Je lui ai simplement souri. Pendant la réception, je suis restée à l'écart des projecteurs, discutant tranquillement avec quelques invités. Puis j'ai vu Roland Roux s'approcher avec 2 autres hommes. Il est passé devant moi une nouvelle fois sans même s'arrêter. C'était délibéré. Calculé. Et je n'ai rien ressenti. Rien, à part une certitude tranquille. Il ne savait toujours pas qui j'étais. Pas vraiment. Mais il allait bientôt le découvrir. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Il n'y avait rien dans le programme, aucun moment prévu pour un discours du frère de la mariée. J'avais déjà joué mon rôle. J'avais accompagné Iseult jusqu'à l'hôtel, posé droit sur les photos de famille, levé mon verre pendant les toasts. Cela suffisait. Je n'avais pas besoin d'être sous les projecteurs. Mais quelqu'un avait dû ajouter mon nom sur la liste des intervenants. Un membre du service traiteur m'a tapé sur l'épaule. Vous êtes le prochain. 2 minutes. J'ai cligné des yeux. Le prochain pourquoi? Elle a désigné l'estrade. Le discours. Le micro est prêt. J'aurais pu refuser. J'aurais peut-être dû. Mais quelque chose en moi, un mélange de fatigue, de fierté et de souvenir, m'en a empêché. C'était le mariage de ma sœur. La personne la plus proche d'une fille que j'aurais jamais. Et toute la salle ignorait encore qui j'étais. Alors je me suis levée, j'ai boutonné ma veste et j'ai avancé vers le devant de la salle. Bonsoir à tous, ai-je commencé d'une voix calme. Je m'appelle Lucien Tran. Je suis le frère d'Iseult.
Cela a immédiatement capté l'attention. Mais en grandissant, je n'ai pas seulement été son frère. Après la mort soudaine de notre père, je suis devenu son tuteur. J'avais 22 ans. Elle en avait 17. Nous n'avions plus de famille. Notre mère était partie depuis longtemps. Dans la salle, l'atmosphère a changé. Les verres se sont abaissés. Les fourchettes se sont arrêtées. J'étais en train de terminer mes études quand c'est arrivé. Et je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Pas quand elle avait besoin de nourriture, d'un toit, et de poursuivre ses études. Alors j'ai travaillé le jour. La nuit. Les week-ends. J'ai dormi moins que je ne veux bien l'avouer. J'ai perdu des amis. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais. J'ai regardé Iseult. Elle pleurait déjà. Mais nous avons tenu, ai-je dit doucement. Elle a tenu parce qu'elle est brillante, courageuse, et parce qu'elle a un cœur assez grand pour me pardonner les moments où je n'étais pas à la hauteur. Un murmure discret a traversé la salle. Même Roland Roux, de l'autre côté de la pièce, s'était tourné vers moi. Et je veux ajouter une chose. Ma voix s'est légèrement élevée. Pendant ces années où nous essayions simplement de survivre, j'ai aussi contribué à créer une jeune entreprise, une plateforme logicielle. Certains d'entre vous l'utilisent peut-être même. La phrase a eu plus d'impact que je ne l'avais imaginé. J'ai vu des têtes se pencher. Quelques invités ont échangé des regards. Mon associé, Félix, là-bas, m'a suivi dans ce saut dans le vide. Nous avons commencé avec du code emprunté et des ordinateurs fatigués. Aujourd'hui, notre plateforme accompagne certaines des plus grandes entreprises du pays. J'ai laissé ces mots flotter un instant. Et même si je ne suis pas ici pour parler affaires, je le mentionne parce que cela fait partie de l'histoire. La même histoire qui m'a conduit dans cette salle, aujourd'hui. Je me suis tourné vers Iseult et Damien. Je suis fier de vous deux. Vous avez trouvé quelque chose de rare, la confiance, le partenariat, la joie. Et je suis honoré d'être ici pour vous dire que vous êtes prêts. Je me suis éloigné du micro, j'ai salué la salle qui applaudissait et j'ai commencé à retourner à ma table. Mais je n'ai pas fait 3 pas. Roland Roux m'a intercepté comme une ombre surgissant du mur. Il m'a tendu la main, avec un sourire crispé. Lucien, c'est bien ça? C'était un discours remarquable. J'ai serré sa main, fermement, sans empressement. Merci. Il m'a regardé avec plus d'attention. Vous êtes le cofondateur de NovaFlow, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui. L'entreprise que vous essayez d'acquérir depuis plusieurs mois. Son sourire a vacillé un instant. Je n'en avais aucune idée, admis-il. Pourquoi ne pas me l'avoir dit lorsque nous nous sommes rencontrés? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je voulais voir comment vous me traiteriez quand vous pensiez que je n'étais personne. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je lui ai adressé un sourire poli. Profitez de la soirée, monsieur Roux. Puis je suis passé à côté de lui pour rejoindre Félix, qui a levé un sourcil sans rien dire. Nous avons simplement entrechoqué nos verres. La tension s'est dissipée. Le reste de la soirée s'est déroulé dans la joie et la légèreté. Iseult dansait comme une femme libérée des ombres du passé. Damien était attentionné. Roland est resté courtois. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Moins d'arrogance. Plus de calcul. Et cela m'allait très bien. Parce que je n'avais rien dit de faux. Et je n'avais pas tout dit non plus. Nous n'avons jamais vendu l'entreprise à Roland Roux. Pas par rancune. Pas même à cause de la façon dont il m'avait traité. La vérité, c'est que ses offres étaient impressionnantes sur le papier. Mais j'ai appris à regarder au-delà des chiffres. Son intérêt n'était pas fondé sur le respect mutuel. Il reposait sur l'idée que tout, et tout le monde, a un prix. Et je ne fais pas affaire avec des hommes qui découvrent votre valeur seulement après avoir lu votre CV. Alors Félix et moi sommes restés indépendants. Nous avons grandi à notre manière. Nous n'avions pas besoin d'un rachat. Nous avions besoin de liberté. Ironiquement, Roux Industries utilise toujours notre plateforme. Ses employés envoient des demandes d'assistance comme tout le monde. Nous répondons rapidement, avec professionnalisme. Toujours poli. Jamais personnel. Strictement professionnel. Damien n'a jamais reparlé de cette histoire. Il respecte les limites. Et surtout, il respecte Iseult. Avec le temps, nous avons construit quelque chose qui ressemble à la confiance. Je ne lui reproche pas son nom de famille. Il n'est pas son père. Il ne l'a jamais été. Aujourd'hui, Iseult s'épanouit. Elle a enfin la paix dans sa vie. Une vraie paix. Elle enseigne, jardine, fait du bénévolat le week-end. Et elle sourit d'une manière qu'elle n'avait pas quand nous étions plus jeunes, quand tout semblait pouvoir s'effondrer à chaque instant. Ce sourire. C'est pour lui que je me suis battue.
C'est le véritable retour sur investissement de toute ma vie. Parfois, les gens pensent encore que je ne suis que l'homme en arrière-plan. Discret. Ordinaire. Et je les laisse le croire. Parce que je connais la vérité. Ceux qui vous ignorent quand vous êtes silencieux sont souvent les mêmes qui se précipitent pour vous respecter dès que quelqu'un annonce votre titre. Mais à ce moment-là, leur respect ne vaut plus rien. Le vrai respect apparaît quand personne ne regarde. Ce n'est pas une réaction. C'est un choix. La plus grande erreur de Roland Roux n'a pas été de me sous-estimer. C'est d'avoir cru que l'invisibilité signifiait l'insignifiance. Mais je n'ai jamais eu besoin des projecteurs. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de savoir que ma sœur irait bien. Et maintenant, elle va bien. Et cela me suffit largement. S'il y a une chose que tout ce parcours m'a apprise, c'est celle-ci. On ne s'élève pas en faisant du bruit, en forçant les autres à vous voir. On s'élève en restant fidèle à soi-même. Calmement. Solidement. Avec dignité. Et lorsque les gens finissent par vous remarquer, que ce soit selon vos conditions, pas les leurs. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte vraiment n'est pas de savoir qui vous applaudit. C'est de savoir qui vous avez protégé pendant que personne ne regardait. I played Minecraft? Oh, I'll add Minecraft in there. I have played it before, but I haven't played it in a long time. I think that's a dumb question. Why is it a dumb question? We get mana to play League before GTAs. I'll be curious about you playing Expedition 33. I played before. I played it. You have to... Wait, you have to what? Oh my god, this chat thing sucks. You have to install a thing for RP? Really? Oh, well, never mind then. That's annoying. You just have to download extra. There's story mode and online for GTA. I see. Isn't online better or no? Hello Kitty Island Adventure. That's a crazy one for stream. What else do we got? 5 Hearts, 1 Roof Eye Tracker. I played 5 Hearts, 1 Roof in the fall. I played the second game. I haven't played the first game though. I don't know. Play the Spire. Oh, I've heard about the Spire. Wait, why did I hear about the Spire? I don't even know what it is. What's the Spire? That's a community center, bro. Spire game. Slay the Spire? Deck of cards. Oh my god, strategic turn-based combat? I'd be bad at this. I'd be bad at this. I need something. You said you're gonna play Snowbreak? I'm not playing Snowbreak. Surely that's I'm scared. Do I play Snowbreak? No, I'm not playing Snowbreak. I'm not playing Snowbreak. Play Mirror's Edge? Wait, I've heard about that game. That actually sounds kind of goated. You'd be bad at all of these, let's be honest. Hey, I'm trying. You already played offline, might as well. Okay, listen. Well, then what I do in my private time should be kept in private time. Okay? The Last of Us! Wait, these are like chill games. These are like I need to do some story games. Resident Evil. Okay, well we're already gonna play RE4 and RE9. Those are already confirmed. Those are this is not I need games that I can play in one day, you know what I mean? Last of Us is not chill. In one day.